Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de L'Aubry qui court où on est cette semaine un pied au Parlement européen et un pied dans les mobilisations sociales, n'en déplaise à tous ceux qui ont vivement critiqué notre présence aux côtés d'autres députés devant l'Assemblée nationale cette semaine, aux côtés des Rosy pour dénoncer l'impact de la réforme des retraites sur les femmes particulièrement qui vont perdre beaucoup. Et on a vu des éditorialistes, je n'ose parler de journalistes, comme Pascal Praud parler d'un fin banquet oubliant toute dignité et crédibilité. Alors désolé Pascal Praud et à tous ceux qui nous ont critiqués vivement. On a oublié de demander l'autorisation de vieux mâles blancs pour mobiliser les femmes en force pour dénoncer l'impact sexiste de cette réforme. Je pense que la meilleure réponse qu'on peut vous offrir, c'est d'être encore plus nombreuses la prochaine fois devant l'Assemblée nationale et partout où il le faudra, et s'il le faut, même à CNews. Bon, cette semaine, c'est aussi une introduction un peu spéciale parce que dans cette Aubry qui court, je vais vous parler d'enjeux municipaux parce que je vais mettre à la fin de la semaine le cap vers le sud de la France pour parler des élections municipales, mais aussi des alternatives locales, citoyennes qui se développent. Je vais aussi vous parler d'écologie municipale parce que c'est un échelon où c'est important en explorant aussi les cartes d'impact du réchauffement climatique qui ont été élaborées ici au niveau européen. Et enfin, vous parler du bilan catastrophique du Rassemblement national qui fait des unions de droite décomplexées, antisociales, anti-écologiques et anti-démocratiques. Et pour notre coin des lobbies, j'avais envie de vous parler de l'incroyable histoire d'amour de David Rachin, qui est le maire Rassemblement national de Fréjus, et les bétonneurs en tout genre dans le sud de la France, ce qui avait d'ailleurs failli me valoir un procès. Allez, c'est parti, générique. La semaine prochaine, pendant que certains sont en vacances ici au Parlement européen, moi je vais en profiter pour faire un petit tour dans mon sud de la France natale. En fait, de commencer par le sud, Avignon, Béziers, après on va remonter vers Clermont-Ferrand. Alors il y a un débat, est-ce qu'on considère Clermont comme le sud de la France ou pas? Moi perso, tout ce qui est au-dessus d'Avignon, c'est déjà le Grand Nord, mais je sais que je vais pas me faire des copains en disant ça, donc désolé à tous ceux qui viennent du nord d'Avignon. Ça se fait dans un contexte particulier, on parle beaucoup des retraites et à raison. Ici, notre programme au Parlement européen et notre activité est aussi à 3000 à l'heure, mais il y a quand même un enjeu important dans les prochaines semaines, que sont les élections municipales. Et pour nous, l'objectif est d'aller soutenir toutes ces listes citoyennes qui font vivre, qui incarnent une alternative citoyenne sur le terrain, qui prennent des formes différentes et qui souvent, et en particulier dans le sud de la France, œuvrent dans un contexte très particulier d'une présence très forte de l'extrême droite. Et pour bien connaître ce que c'est de faire de la politique et d'être dans un environnement d'extrême droite, ça nous paraissait important d'aller les soutenir, mais aussi d'en profiter et de rencontrer des acteurs de terrain, de ceux qui font l'écologie, de rencontrer des viticulteurs et des agriculteurs dans la lignée de ce qu'on a pu faire déjà dans le passé. Alors on va commencer ce périple en allant à Avignon, d'abord pour un compte-rendu de mandat auprès d'une association qui travaille sur les questions européennes, puis ensuite aller soutenir notre camarade Farid Farissi qui se bat notamment contre l'extrême droite et une liste sur laquelle on retrouve un certain Thierry Mariani qui est élu ici aussi au Parlement européen, donc je serais ravie de ferrailler avec lui. Ensuite, une autre zone et terre d'extrême droite, on va aller à Béziers où notamment on va aussi rencontrer des syndicalistes du fret ferroviaire et rencontrer un viticulteur bio. Et évidemment, soutenir l'alternative face à Robert Ménard, qui est le maire apparenté Rassemblement national de Béziers, et soutenir notre camarade Thierry Antoine qui se bat là-bas. Et ensuite, on va repartir un peu plus au nord et s'arrêter à Clermont-Ferrand, où on va aller
notamment soutenir les salariés de l'entreprise Luxfer, qui est une entreprise qui produit des bonbonnes d'oxygène, notamment pour les pompiers, qui a supprimé plus de 130 emplois et fermé l'usine parce que tout simplement ils ont préféré faire perdre des emplois plutôt que de sauver l'usine, notamment de donner suite à la proposition de reprise en scope des salariés qui depuis occupent l'usine. Donc on sera ravis d'être à leur côté pour les soutenir et de continuer aussi à parler emploi avec les syndicalistes de Michelin qu'on va rencontrer, qui a son siège social dans la région, qui a un gros employeur et qui a aussi licencié récemment. Et enfin, on sera ravis aussi de soutenir la dynamique et la campagne de Marianne Maximi, qui est la tête de liste là-bas, et qui fait campagne notamment face à une ribambelle d'hommes bien plus âgés qu'elle face à elle. Donc c'est toujours bien de soutenir des jeunes femmes en politique. Ça, c'est pour Clermont-Ferrand. On va un peu continuer ensuite notre tour de France dans les prochaines étapes, dans les prochaines semaines, avec quelques étapes, notamment un passage obligatoire début mars dans mon sud natal à Fréjus, qui est aussi une belle zone de lutte et de résistance face à l'extrême droite, mais ça, je vous en parle plus tard. On vous parle souvent ici d'écologie et des grands équilibres, du Green Deal, des accords de libre-échange, de la politique agricole commune, des financements européens. Et il ne faut pas oublier qu'en matière écologique, mais aussi sur les autres sujets, il y a un échelon qui est important, extrêmement complémentaire, qui est l'échelon municipal. C'est vrai pour les politiques de logement, pour l'accès aux services publics, pour les politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et c'est extrêmement vrai, particulièrement sur les questions écologiques, à la fois pour opérer la nécessaire et immédiate transition écologique des villes, en pensant leur empreinte écologique en tant que telle, mais aussi pour assurer leur adaptation au changement climatique, parce que certaines villes, en particulier, sont affectées par les conséquences directes du changement climatique, où on perçoit directement ce que ça change dans le quotidien des gens. Et à ce sujet, je voulais vous parler des nouvelles recherches qui ont été publiées par l'Agence européenne pour l'environnement, qui a publié plusieurs cartes qui montrent les prévisions d'impact sur les différentes régions en Europe du réchauffement climatique. Ces cartes qui ont été faites par l'Agence européenne de l'environnement, elles sont intéressantes à regarder parce qu'on peut voir quelles zones sont particulièrement affectées à plusieurs niveaux. Celles-là, ce sont les cartes qui seront affectées alors, à la fois à cause de la montée des eaux, des mers et océans de ce côté, et de ce côté-là, notamment des rivières qui débordent de leur lit. Et on voit très bien que, en gros, sur la partie rivières et fleuves, et on l'a vu avec la multiplication des catastrophes en France et partout en Europe, en gros, c'est inondation générale, avec énormément de zones qui sont menacées. Et sur les mers et les océans, on voit que, en gros, quasiment tout le pourtour est menacé, que ce soit au nord de la France et de l'Europe, et côté pourtour méditerranéen aussi. Alors parfois quand on zoome, on voit plus aussi bien les points. C'est assez symptomatique aussi parce que concrètement, c'est des gens qui doivent s'adapter dans des zones qui sont à risque d'inondation. Et donc tous ces points sur la carte ne sont pas juste des points en Europe, c'est autant de villes qui seront affectées et qui doivent s'adapter face à la montée des eaux, que ce soit la montée des mers ou des fleuves et des rivières, et qui va avoir un impact sur le quotidien. Et on le voit déjà avec les catastrophes qui se multiplient partout en Europe et particulièrement en France. Si on regarde leurs prévisions en matière de sécheresse, c'est assez aussi inquiétant. Évidemment, l'Espagne fait partie de la zone qui est la plus affectée avec le sud de l'Italie, mais on voit que la France n'est pas épargnée, et d'ailleurs pas que le sud de la France, mais une majeure partie de la France avec une multiplication d'épisodes de sécheresse les précédentes années et dans les prochaines années. Et ça, c'est pas sans conséquence, parce qu'évidemment, ce sont derrière des restrictions d'eau qui doivent s'appliquer. C'est un problème plus général pour l'agriculture qui doit aussi s'adapter à ce réchauffement climatique, qui fait que là, on est en ce moment mi-février et on a déjà des produits agricoles du printemps qui sortent déjà. Et c'est tout l'équilibre qui est bouleversé et qui demande à ces communes de s'adapter pour faire face à ce défi.
L'enjeu de ces municipales, c'est évidemment pas uniquement de gagner des villes, mais de parler d'écologie et aussi de parler des conséquences concrètes du changement climatique dans le quotidien des gens et de contraindre les villes à s'adapter, mais aussi à participer à l'urgence de la transition écologique. Et c'est l'enjeu également de ces quelques jours que je vais passer avec différents acteurs de terrain qui vont nous aider à comprendre, appréhender, mais aussi avoir les conséquences concrètes du changement climatique, en particulier dans le sud de la France. Ce lieu n'est pas choisi au hasard, on est juste en dessous d'un bureau d'identité et démocratie. Identité et démocratie, c'est le groupe d'extrême droite auquel appartient le Rassemblement national. Et vous savez que moi, une des sources de mon engagement, c'est la lutte contre l'extrême droite. Et c'est important de dénoncer les ravages, de dénoncer leur position et de voir concrètement ce qu'ils ont fait partout où ils ont pris le pouvoir, en particulier dans les municipalités du sud de la France. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que on parle assez peu du bilan de l'extrême droite dans les villes où ils ont gouverné, en particulier, par exemple, à Fréjus, où j'ai grandi, qui est la plus grande ville gérée à l'heure actuelle par le Rassemblement national. Et pour être honnête, dans le coin, dans la région, la plupart des débats politiques, ça se résume à 50 nuances de droite, voire d'extrême droite, à tel point que les digues sont en train de tomber entre la droite d'un côté et l'extrême droite de l'autre, dans une ville comme Asset, où le candidat pour les Républicains est officiellement soutenu par le Rassemblement national. Donc on a une alliance de la droite et de l'extrême droite pour mener des politiques anti-écolo, anti-pauvres, anti-migrants. Voilà la réalité de la droite et de l'extrême droite dans le sud de la France. Et c'est inquiétant parce que l'extrême droite soit forte dans certains bastions, on le sait, mais c'est aussi pour eux une des manières d'étendre leur influence. Et cette extrême droite du sud de la France, c'est pas une extrême droite faussement sociale, ils s'en cachent même pas. C'est vraiment une droite qui est ouvertement raciste et anti-pauvre. Et pour ça, il suffit de regarder un peu leur bilan de ces dernières années. Quand on regarde quelques communes d'extrême droite du sud de la France, on peut prendre l'exemple de Beaucaire, où ils ont supprimé des subventions aux associations locales. On peut prendre l'exemple de Pontet, où ils ont supprimé la cantine gratuite pour les plus pauvres. Et on peut prendre l'exemple de Fréjus, chez moi, où le maire Rassemblement national, David Racheline, a fermé un des centres sociaux. Et ce Rassemblement national du sud de la France, quand il est au pouvoir, il n'est pas seulement antisocial, il est aussi extrêmement libéral et ouvertement anti-écolo aussi. C'est vraiment en mode on bétonne tout sans réfléchir. C'est encore mieux si ça profite à ses amis et peu importe les deniers publics eux-mêmes qui se font les défenseurs des deniers publics de manière générale. Et même ce Rassemblement national-là du sud de la France, quand il est au pouvoir, il ne se cache pas de son caractère autoritaire et il utilise même les deniers publics pour harceler leurs opposants. Si on prend l'exemple de Fréjus, ils ont dépensé plus de 700 000 euros. Vous imaginez 700 000 euros de frais publics, donc de nos impôts dans la ville de Fréjus, en frais d'avocat, pour attaquer à tout va n'importe qui en diffamation pour faire peur. Moi, j'en ai fait les frais, mais bien d'autres en ont fait les frais. Et leur objectif, c'est vraiment faire taire les oppositions. Le Rassemblement national dans le Nord, il n'est pas beaucoup mieux, mais vraiment, on a l'exemple caricatural dans le sud d'un Rassemblement national open bar. Et c'est aussi ça qu'il faudra dénoncer pour donner à voir ce qu'il se passe dans ces villes où ils ont pris le pouvoir. Fréjus, une vitrine en béton pour le Rassemblement national. C'est vrai qu'à Fréjus, ils aiment beaucoup le béton, mais chut, faut pas trop le dire, sinon ils nous collent un procès. Alors cette semaine, on a un coin des lobbies un peu spécial qui s'adapte à notre escapade dans le sud de la France et à Fréjus spécifiquement où j'ai grandi, où à Fréjus, nos amis les lobbies ont trouvé un de ses plus grands supporters dans la personne du maire, David Racheline, qui est le maire Rassemblement national. Alors il y a eu plein d'articles sur la politique de David Racheline, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Globalement, il est plus occupé à essayer de faire détruire des mosquées ou à faire des magnifiques stèles à la gloire de la France en Algérie plutôt qu'à travailler pour ses concitoyens fréjusiens. Mais spécifiquement sur l'environnement et l'urbanisme, c'est un désastre. Il a vendu plus de 48 millions
d'euros de patrimoine local sur une zone qui s'appelle la Base Nature, qui est une magnifique zone en bord de mer où j'allais jouer, faire du vélo quand j'étais gamine. Et bien cette zone, il l'a vendue notamment pour des grands projets immobiliers, avec le projet de faire des hôtels de luxe. C'est vrai que vendre une zone naturelle pour en faire des hôtels de luxe au bord de mer, c'est absolument ce dont avait besoin Fréjus. On sait très bien que le but derrière tout ça, c'est d'offrir un terrain de jeu aux bétonneurs, ceux qui bétonnent à tout va la Côte d'Azur pour construire à peu près n'importe quoi et n'importe où, tant que ça rapporte de l'argent. Et localement à Fréjus, il y a des collectifs qui ont dénoncé tout ça, qui ont aussi, à juste titre, interrogé les liens de David Rachlin avec ses promoteurs immobiliers. Bref, qui ont fait leur boulot de lanceurs d'alerte. Et moi, j'avais relayé leurs alertes parce que souvent dans le Sud, le clientélisme, c'est une vraie plaie et le Rassemblement national est à l'extrême de tout ça. C'est la droite empire. Et la plupart du temps, les lobbies et les élus qui les soutiennent, qui les relaient, n'aiment pas trop être pris la main dans le sac. David Rachlin ne fait pas exception à la règle et sa seule réponse quand on dénonce ou quand on lance l'alerte, c'est de répondre par des procédures bâillons. En gros, il menace en diffamation. C'est exactement ce qu'il a fait avec moi, où il m'a poursuivi en justice. Son objectif, c'est de faire pression, de faire en sorte de faire taire les oppositions localement et espère aussi qu'on soit les moins vocaux possibles. Sauf que moi, j'ai rien retiré de ce que j'ai dit et je continue à être inquiète pour la vente à la découpe du patrimoine local à Fréjus et sûrement de peur que la presse locale aille fouiller ou qu'on regarde de plus près ce qui se passe sur la vente de cette base nature. David Rachlin, qui avait porté plainte contre moi, s'est finalement retiré avant même que le procès ait lieu. Et mon petit doigt me dit qu'il avait pas mal de choses à cacher. C'est la fin de ce 27e épisode de L'Aubry qui court. Merci à vous de l'avoir suivi. Exceptionnellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode vu qu'on sera en vadrouille, mais on vous racontera dans un futur épisode les détails de nos escapades sur les terres de l'extrême droite, sur notre terre de mission en quelque sorte. N'hésitez pas d'ici là à partager cet épisode le plus largement possible, à nous mettre des petits pouces si vous avez bien aimé, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, à nous laisser des commentaires, on est toujours preneurs et on les regarde avec beaucoup d'attention. Et en attendant, je voulais vous laisser, parce que c'est désormais presque la tradition de se laisser en chanson, de vous laisser avec un chant de résistance face à l'extrême droite. Je crois que c'est plus que jamais d'actualité le thème de cet épisode. Évidemment, je voulais vous laisser avec Bella Ciao. Una mattina. Ah non, pas cette version, Mathieu. On va mettre la vraie version de Bella Ciao, la traditionnelle. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
questo è il fiore del partigiano morto per la